Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, j'ai un grand sourire parce que j'ai lu en plusieurs fois, parce que j'ai pas eu le temps de le lire en une fois, un article, mais un délice, vraiment un bijou, publié dans Nature, le plus grand journal de médecine au monde, de science, je crois même au monde. Vous trouverez comme d'habitude le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un bonheur, des articles aussi bien écrits, aussi bien faits, aussi synthétiques, avec des manipulations, des manips, enfin je sais pas comment on dit ça, mais des manips vraiment bien faites, précises, qui se répondent, qui permettent de préciser les choses en détail, d'exclure d'autres possibilités pour être sûr que c'est bien ça qu'on teste, etc. Enfin, l'extase. L'extase parce qu'en plus sur un sujet qui est fondamental, qui est le circuit de la récompense. Vous savez, le circuit de la récompense, c'est ce qui fait que vous acceptez de bosser parce que vous anticipez une récompense qui va être votre salaire, qui va vous permettre de faire des trucs que vous avez envie de faire, alors que parfois le boulot qu'on fait n'est pas forcément celui qu'on aimerait faire dans la vie. Et le circuit de la récompense, c'est ce qui permet à un enfant de lui dire, bah voilà, si tu fais ça correctement, tout de suite après, je te ferai plaisir en te donnant, je sais pas, un bonbon, faut pas le faire, hein, mais ou je sais pas quoi, je te ferai plaisir en te faisant faire un tour de vélo, j'en sais rien, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Le circuit de la récompense, ce qui fait que les êtres humains ont survécu, puisque, comme ils le disent très bien dans l'article, je pense qu'ils le disent beaucoup mieux que moi, donc je vais reprendre un petit peu leurs termes. Le comportement d'aller chercher une récompense est un élément essentiel pour la survie, c'est utilise ce terme, de l'espèce, et il a été ainsi extrêmement retenu sur le plan de la pression évolutionniste, parce que forcément, vu que ça permet de survivre, forcément c'est quelque chose qui a été, ce comportement-là, qui est basé sur la génétique évidemment, a été extrêmement sélectionné au cours de l'évolution de l'ensemble des mammifères, et pas que des mammifères d'ailleurs, mais au moins des mammifères. Et qu'on sait que parfois il est anormalement stimulé, comme par exemple dans l'addiction, et on sait aussi que parfois il est hypo-stimulé, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez stimulé, il est un peu endormi, notamment dans la dépression avec une perte de plaisir. Et alors ce qui est intéressant dans cet article, qui encore une fois est merveilleusement bien fait, merveilleusement bien écrit, formidable, c'est que finalement ils vont nous permettre d'avoir un œil nouveau et plus précis sur comment fonctionne ce circuit de la récompense. Et notamment, ils vont s'intéresser à l'interaction de régions du cerveau, qui est la synapse, un endroit où se rencontrent l'hippocampe et le nucleus accumbens, qui sont deux parties du cerveau. Et on sait que cette zone, on suppose depuis pas mal de temps que c'est une zone importante dans le mécanisme de récompense. Et en fait, ce qu'ils vont pouvoir montrer et démontrer dans cette étude, c'est que cette synapse, elle se renforce avec une long-term potentiation, c'est-à-dire une stimulation chronique répétée de récompense, et que donc plus on fait ça, plus cette synapse se renforce, et plus finalement le comportement derrière d'aller chercher la récompense va être important. Notamment, là, ils ont pris notamment des souris, donc des mammifères, qui vont du coup, plus on va leur donner cette récompense, plus elles vont choisir une pièce plutôt qu'une autre dans une manip qui a été faite, qui est une manip assez classique et standardisée. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que c'est vraiment cette zone qui va être qui va faire l'objet d'une surstimulation, d'une plasticité neuronale qui va être de plus en plus élevée en fonction de la long-term potentiation, de la stimulation chronique. Donc ça, c'est fabuleux de pouvoir le prouver, c'est fabuleux de pouvoir l'identifier précisément, c'est fabuleux de pouvoir exclure que ce serait dû à autre chose que ça. C'est la science dans toute sa splendeur. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il montre qu'un stress chronique, par exemple le fait de souffrir d'un trouble anxieux ou d'avoir de manière générale beaucoup de stress dans la vie, va venir endormir finalement cette synapse, cette zone qu'on a identifiée, mais que les traitements antidépresseurs vont lutter contre cet endormissement lié au stress. Donc c'est absolument fondamental pour nous en psychiatrie, de comprendre le mécanisme du circuit de la récompense, petit 1, et petit 2, de bien pouvoir confirmer scientifiquement ce qu'on nous on voit dans la vie et chez nos patients, évidemment, mais
C'est bien de le voir, c'est bien que le docteur Alex Agnan, il ait l'impression que, mais à vrai dire, on s'en moque, c'est important, c'est de pouvoir le démontrer. Hein. Eh bien, les antidépresseurs vont lutter contre ce phénomène de stress chronique et vont permettre à cette zone de retrouver finalement un fonctionnement optimum et sa plasticité naturelle, et donc de pouvoir être sensible aux récompenses et donc de faire disparaître l'anédonie, hein, la perte de plaisir notamment, dans la dépression ou dans le trouble anxieux. Donc, voilà, c'est fabuleux. Le message, il est très simple, il est très propre, il est très bien démontré. Cette zone qui est l'interaction, la synapse entre l'hippocampe et le noyau incumbens est une zone fondamentale dans le fonctionnement du circuit de la récompense. Plus on va stimuler régulièrement de manière chronique ce circuit de la récompense, plus il va se renforcer, d'accord ? Et la dépression a tendance à minimiser cette plasticité neuronale, mais le fait de prendre des antidépresseurs va permettre de retrouver un fonctionnement normal du circuit de la récompense. Voilà en résumé l'étude. Après, ce qu'on peut en déduire, c'est notamment dans le fonctionnement de notre société. Il y a beaucoup de choses à comprendre de cette chose fondamentale de tous les mammifères. Hein. Peut-être qu'il faut qu'on organise notre société en fonction de ce que nous sommes biologiquement et non pas de ce que nous pensons être. Hein. Des esprits purs qui ne sont complètement désintéressés. Hein. Non, c'est pas comme ça l'être humain, c'est pas comme ça que ça marche. Et si on veut que les choses fonctionnent bien, il faut adapter l'environnement, il faut adapter la tâche qu'on demande à l'outil, à l'outil. Hein. On ne va pas utiliser un marteau-piqueur pour faire une aquarelle, ça ne fonctionne pas, c'est pas adapté. On ne va pas demander à une Ferrari de labourer les champs, c'est pas adapté. Donc, créer un environnement qui correspond à ce que nous sommes, biologiquement, parce que ça, vous avez beau pouvoir être un grand philosophe qui va inventer des idées formidablement intelligentes, ça c'est de la biologie et ça c'est le principe de réalité. Ça, vous le prenez dans la tête et si vous ne prenez pas en compte, quand vous créez une société, la réalité biologique des individus, si vous créez une société où il n'y a pas de toilette, où on ne peut pas faire pipi, où on ne peut pas manger, eh bien ça ne marche pas. Hein. Et ça viendra à l'idée de personne de faire une société où on interdit aux gens de faire pipi. Hein, on est d'accord, c'est absurde. Eh bien, finalement, on organise une société en ne prenant pas en compte des choses aussi fondamentales que le circuit de la récompense, son fonctionnement, etc., etc. Donc, arrêtons avec cette société de stress chronique, c'est en train de nous tuer. Organisons la société autrement, prenons en compte cette étude, mais des milliers d'autres études qui ont été faites et qui parlent de ce qu'est l'être humain, de ce pourquoi il est fait, de ce pourquoi il a été sélectionné dans l'histoire de l'humanité, et organisons une société plus adaptée qui évitera que des psychiatres comme moi existent, parce que 99% des patients qu'on voit, nous, en consultation, sont des gens qui ne devraient pas souffrir de dépression, d'anxiété, etc., etc., ou de TDAH d'ailleurs. Alors, le TDAH n'existerait pas, ou très 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 peu, il ne serait pas pathologique dans une société normale. Il n'y aurait pas de dépression à un niveau aussi élevé dans une société normale. Les troubles anxieux ne seraient pas envahissants comme ils le sont dans une société normale. Donc, faisons les choses simplement. Délectons-nous de cet article, vraiment, lisez-le si ça vous intéresse, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais et un peu la biologie. Moi, je ne m'en remets pas. Voilà, je m'en remets pas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.